Lorsqu'il y avait la vague du Covid, il s'est dit pourquoi pas, j'ai de l'argent à investir, je vais racheter une boutique Amazon. Et il a mis quelqu'un rapidement sur la gestion. Et au final, il s'est retrouvé une main devant, une main derrière. Il a cru qu'il pouvait faire la même chose qu'il avait en fait dans la téléphonie. On est sur Amazon, on n'a pas un site e-commerce, on est seul. Tu peux pas te permettre de te reposer sur tes lauriers. Si j'étais vraiment débutant et que j'avais le cash, je pense que je passerais par, comme tu dis, quelqu'un qui maîtrise bien Amazon, qui ensuite m'accompagne sur peut-être 3 à 6 mois. Parce que si tu démarres, que tu connais rien à Amazon et que tu rachètes une boutique qui fait un peu de chiffre, t'as tellement de trucs à apprendre d'un coup. Là, tu vois, le rachat, pour donner un chiffre, c'est euros. Je sais que le jour où on va appuyer sur le bouton pour le transfert d'entité juridique, j'ai aucune idée de ce qui va se passer et j'arrive pas à savoir. C'est pour ça que les gens ont beaucoup plus confiance de racheter des business, même qui font 500 000 euros. Ils ont pas peur d'acheter un restaurant à 500 000 euros que d'acheter une boutique Amazon à 30 000 euros. T'as une plateforme où tu peux payer des créateurs, ce qu'on appelle UGC, et en gros tu leur envoies ton produit. De base, eux, leur boulot c'est simplement de te créer du contenu. Une fois qu'ils ont fini la tâche, tu leur dis je suis un petit entrepreneur qui commence, c'est la galère, est-ce que tu peux me laisser un commentaire sur Amazon? 90% du temps, les gens ils sont sympas, ils disent ok, je te laisse ton commentaire sur Amazon. Toi en contrepartie, tu leur laisses un bon commentaire sur la plateforme de trucs UGC, et ça te permet d'avoir quelques reviews rapidement. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clément de la chaîne Stupid Seller. Aujourd'hui, c'est un podcast assez particulier. Donc, on assiste à un événement, un séminaire pendant 2 jours chez Eurofiscalis. Et ils nous ont permis de louer leur studio de podcast. Et on en a profité pour pouvoir faire un échange ensemble sur certains sujets importants et assez intéressants. Comment tu vas, Clément? Écoute, ça va. Merci pour l'invitation. C'est cool de pouvoir se rencontrer en physique vu qu'on avait déjà fait une interview mais à distance. Là, c'est cool de... C'est clair. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'en premier lieu, on dit un petit peu les sujets vers lesquels on va parler. Donc, toi, tu m'as dit que tu voulais parler de tout ce qui était achat et revente de boutiques Amazon. Donc, en plus, en ce moment, je pense que tu m'as dit que j'étais en... Ouais, je suis en train de racheter une autre boutique, du coup. Je pourrais peut-être donner des petites astuces, expliquer un peu le process et donner des détails qui peuvent être intéressants si vous voulez suivre cette voie qui est compliquée, mais intéressante. Donc, on va parler de rachat, on va parler de stratégie de lancement aussi, de produits sur Amazon. Ça, c'est un truc vraiment qui, des fois... on prête pas vraiment attention une fois qu'on a tout préparé, le process et tout, dès que le produit est là. Donc, beaucoup de personnes passent à autre chose ou se reposent sur le laurier, alors que là, il faut vraiment avoir une stratégie pour pouvoir booster le lancement. Donc, on va parler plutôt de stratégie de lancement et on finira aussi par parler un petit peu du PPC et de nos actualités, tes actualités aussi en ce moment, pour savoir ce que tu fais, où tu vas, qui tu es, où tu viens. Et voilà. Premier sujet, alors le rachat et la revente de boutiques Amazon. Ça, c'est donc on sait qu'il y a des sites, il y a des plateformes qui sont dédiées à ça, qui sont assez reconnus. Pour ne pas citer Flippa, Empire Flipper, d'autres brokers. Brokers, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais vendu de marque, mais je connais des personnes qui ont déjà vendu. Donc, avec des expériences assez compliquées. Et d'autres qui avaient des expériences assez fluides, assez bonnes. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première expérience que tu as eue il y a quelque temps, lorsque tu as acheté ta première marque? La première marque que j'ai rachetée, c'était en 2021, je crois. 2021 ou 2022, enfin bref, il y a quelques années. Et pour le coup, c'était sur Flippa. C'était sur ce site-là. Et en fait, c'est un site d'annonce comme Le Bon Coin, quoi. Tu regardes les trucs, tu vois les prix, les multiples, et après tu lis l'annonce, et puis ensuite tu contactes le vendeur. Moi, pour le coup, j'avais eu pas mal de chance, parce que j'étais tombé sur quelqu'un de très honnête et très intègre. Et c'était une femme qui était très gentille. Et du coup, le processus était vraiment bien passé, tu vois, ça avait été fluide, elle avait donné vraiment tous les documents. Pareil, au niveau de l'accompagnement, elle avait été plus que généreuse, tu vois, dès qu'il y avait un petit problème ou quoi, elle était derrière. Et du coup, j'ai eu une très bonne expérience de rachat. Alors à l'époque, c'était pas un très gros montant, c'était une opération à peu près 15 000 euros au total, avec le stock. Bon, pour moi, c'était beaucoup parce que je commençais, mais en soi, c'est pas énorme. Du coup, là, il y a pas longtemps, j'ai eu une nouvelle opportunité de racheter un business. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'avais pas spécialement envie, mais le truc s'est présenté. Finalement, c'est quelqu'un que je connaissais, c'était un ami qui voulait se séparer de sa boutique parce qu'il voulait en rouvrir une autre. Bref, il voulait passer à autre chose. Du coup, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Donc là, pareil, je me suis dit, ok, regardez un petit peu les chiffres, tout ça.
Et bon, je pense que ça devrait bien se passer aussi. Là, ce qui est un peu plus un casse-tête, c'est au niveau d'Amazon. Parce que la première fois, on avait fait ça un petit peu hors règle. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais récupéré le stock et je l'avais renvoyé avec mon propre compte. Et du coup, j'avais récupéré, entre guillemets, l'activité comme ça. Mais ça, Amazon, c'est pas très légal. Normalement, tu peux pas faire ça. Et là, du coup, on essaie de faire le truc en suivant un petit peu les règles. Et c'est assez chiant. En gros, j'ai demandé, je pense, j'ai bien dû passer 2-3 heures avec des différentes personnes d'Amazon au téléphone. Il y en a, ils disent un truc, d'autres, ils disent autre chose. Finalement, tu comprends rien. Et du coup, d'après eux, enfin, d'après ce que j'ai compris, le vrai process, si tu veux rester dans les clous, c'est de faire un changement d'entité juridique sur le compte Amazon. Et du coup, je vais récupérer son compte. Et du coup, j'aurai 2 comptes Amazon. Là, pareil, je me disais, normalement, on n'a pas le droit, je sais pas quoi. Il y avait une règle comme ça, ce que j'avais cru comprendre au début. Et finalement, tu as le droit d'avoir 2 comptes si les 2 comptes ne vendent pas les mêmes produits, si c'est pas dans la même catégorie. Par exemple, si tu vends des chaussures et que l'autre compte, il vend des couteaux, bah, c'est OK. Mais si y en a un qui vend des chaussures et l'autre des tongs, bah, ça se ressemble et du coup, tu peux être bloqué. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où faut faire attention. Là, pareil, tu vois, on vient de signer l'accord de vente, mais on n'a pas encore, la transaction n'est pas encore terminée. Mais je sais que le jour où on va appuyer sur le bouton pour le transfert d'entité juridique, j'ai aucune idée de ce qui va se passer et j'arrive pas à savoir. Du coup, je me dis, ça se trouve, ça va être assez fluide et avec Amazon, ça va bien se passer. Ou ils vont nous demander 10 milliards de documents et ça va être un enfer. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Ben, je pense que tu l'auras quand tu appuieras sur le bouton. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des personnes, ça se passe très bien quand ils transfèrent le compte et d'autres, des fois, ça peut retarder parce que ce que j'ai compris, c'est que des fois, tu as des particularités au niveau des entreprises ou des fois, tu as des bénéficiaires, par exemple, tu as plusieurs associés. Ah oui. Et quand tu as plusieurs associés qui ont moins de 50% de la boîte, donc il faut envoyer des documents datés du jour, enfin qui ont de moins de 3 mois. Et pour l'avoir dans les chambres de commerce, c'est compliqué. Donc, ça dépend en fait de certaines particularités. Et toi, pour revenir à ta première expérience, concrètement, sur quoi tu t'es basé pour connaître les chiffres? Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de personnes peuvent se demander, en fait. Ouais. Comment tu fais pour savoir si c'est rentable, etc. Ouais, bah là, du coup, je peux te comparer les deux parce que j'ai pas fait la même chose pour les deux. Donc, pour la première fois, j'avais les bilans comptables déjà. Et après, elle m'avait donné son accès, je sais plus si c'était Shopkeeper ou un truc équivalent, donc pour pouvoir regarder. Et après, je sais plus ce que j'avais fait. Il y avait Flippa où elle est censée, enfin, la personne qui enregistre le listing sur Flippa, elle doit donner ses chiffres. Et après, Flippa peut vérifier ou non les chiffres. C'est à elle de payer pour faire vérifier les chiffres. Et après, du coup, Flippa, il valide certaines données pour que tu sois sûr qu'elle n'ait pas mis n'importe quoi, parce que sinon tu peux mentir et dire que le truc rapporte 1 million et qu'il rapporte 0. Donc je m'étais basé sur ça. Après, c'était pas, je pense, la meilleure façon de faire, parce que tu sais, des fois il peut y avoir des écarts, ou alors, je sais pas, il peut y avoir trop de PPC, la marge, des fois, ça peut être assez aléatoire. Du coup, là, ce que j'ai fait pour l'autre activité, c'est qu'il m'a fait un accès en fait sur son compte Amazon en tant que pas visiteur, mais enfin tu peux utilisateur. Voir. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai téléchargé tous les rapports d'Amazon, donc les ventes, ce que Amazon t'envoie sur ton compte bancaire, donc les transferts de fonds, le PPC, enfin bref, tout plein de trucs. Je crois qu'il y a au moins 8 rapports différents. Et après, j'ai utilisé la magie de ChatGPT? La magie de l'IA, qui te permet d'agréger les données vraiment facilement. Et après, du coup, je peux donner un tool qui était vraiment bien. Ça s'appelle Manus. Je sais pas si tu connais. Ça, vraiment, je pense que c'était archi cool. Parce que du coup, tu lui donnais tous les docs Excel. Tu lui expliquais bien la démarche. Enfin, tu rédiges un prompt qui est correct. Et après, tu peux lui demander de te faire un PNL, enfin, un perte et profit, genre un document, un rapport PDF. Tu peux lui demander de te faire des charts, enfin, tu sais, un camembert ou enfin des graphiques. Des graphiques, ouais. Voilà, des graphiques qui peuvent te permettre d'analyser beaucoup plus facilement et visuellement, parce que tu sais, avec des Excel, c'est un peu compliqué. Et du coup, en faisant ça sur les 12 derniers mois, donc pour avoir une idée de 2024 et sur du coup 2025 aussi, tu peux comparer un peu, voilà, est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que ça descend, est-ce que ça augmente. Tu peux avoir une idée vraiment de la marge qui te reste à la fin, parce que tu as les sous qu'Amazon t'envoie.
t'as une idée des dépenses PPC, t'as les retours aussi. Ça, c'est un truc que j'avais pas pris en compte dans le premier achat, mais là, du coup, t'as le taux de retour, t'as une idée des dépenses que ça te coûte. Et mis bout à bout, bah, t'arrives à avoir vraiment une synthèse globale avec tous les éléments qu'il te faut pour prendre une décision, on va dire, éclairée, parce que bah, t'as tous les chiffres directement donnés par Amazon. Et finalement, j'ai même pas regardé tout ce qui était comptable, tout ça, parce que de toute façon, c'était mixé avec d'autres trucs. Donc, je me suis basé sur ça pour... D'accord, mais ça veut dire que donc tu l'as fait de ton propre chef en allant rechercher directement les datas dans le compte seller de la personne, le mêler à Manus, mais en fait pour une personne lambda qui connaît pas trop en fait tout ça, qui veut racheter même pour un débutant par exemple, hein, parce que toi tu as un petit peu de bouteille maintenant, tu sais où prendre les infos, et pour un débutant en fait t'as pas des outils beaucoup plus simples? Des outils faits pour ça? Sellerboard, ils utilisent pas. Moi, je sais qu'il y en a certains qui utilisent, par exemple, Sellerboard ou Shopkeeper pour pouvoir. Où il y a des brokers qui ont leurs outils directement plugués, tu vois, en interne. Ok. Bah là, du coup, vu qu'on passait pas par un broker, il n'y avait pas cette possibilité-là. Il n'utilisait pas non plus Sellerboard, donc c'était pas possible. J'ai pu regarder si il utilisait PPC Assist. Un petit pub pour Nassuf. Et du coup, j'ai regardé par rapport à ça. Mais tu sais, avec les outils, tu sais jamais. Des fois, ça oublie des trucs. Des fois, il y a des données qui sont pas cohérentes. Qui remontent pas, ouais. Ouais, voilà. Il y a des trucs où je suis pas. Tu vois, je préfère avoir les données à la source pour être sûr. Donc, certes, ça peut faciliter. Mais du coup, des fois, il peut y avoir des incohérences. Donc, ça aide pas. Et après, je pense que vraiment, si je débutais, le plus simple, c'est de payer quelqu'un. Tu trouves quelqu'un qui te fasse l'analyse, tu rajoutes un ticket. Bah là, tu vois, le rachat, pour donner un chiffre, c'est 60 000 euros. Donc pour 60 000 euros, bah, tu peux bien payer quelques centaines d'euros quelqu'un qui te fasse au moins une petite analyse pour que tu aies les données. Et où trouver ce quelqu'un? Bah, là, soit tu passes par... je crois les brokers, ils proposent un service comme ça. Donc tu vas voir Flippa ou un autre, tu leur demandes, voilà, est-ce que... il me semble qu'il y a ce type de service, et ils vont faire ce qu'ils appellent une due diligence, c'est-à-dire faire l'analyse du business pour toi. Ou sinon, je pense que sur Upwork ou quelque chose comme ça, tu peux trouver un mec qui a l'habitude de gérer des comptes Amazon, qui sait comment récupérer les données. Tu lui expliques un peu ce que tu veux, et je pense que tu peux avoir quelqu'un qui te fasse ça. Alors forcément, ce sera pas un comptable, ce sera pas quelqu'un qui connaît bien tout ce qui est chiffré, etc. Mais au moins, il saura récupérer l'info, te l'agréger pour que tu puisses avoir tout de manière lisible. Et après, c'est à toi de prendre ta décision. Donc, si je retiens bien, parce que pour trouver ces genres de personnes, c'est pas évident. Il n'y a pas un nom, c'est pas un métier. Alors, pas à ma connaissance. Après, c'est vrai que la plupart du temps, les transactions se font quand même par un broker. Oui. Généralement, c'est le broker qui va te fournir les infos. Et si tu prends un broker de confiance, donc un truc qui est un minimum sérieux, tu peux être sûr que voilà, les infos ont été vérifiées, que ça a été fait correctement. Et voilà, normalement, t'es pas censé avoir cette problématique-là. Après, je pense qu'il y a aussi parce qu'il y a quand même un suivi après, un accompagnement du vendeur vers l'acheteur pendant quelques mois qui est inclus dans le contrat. Et c'est là où tu vas avoir vraiment, en fait, entre guillemets, au-delà de la confiance des chiffres qu'on t'a donné, c'est là où tu vas avoir vraiment le business, comment il est de l'intérieur, comment il vit, et voir si vraiment ça a été vraiment réel. Et tu as un droit de réserve. Est-ce que tu l'avais, toi, le droit de réserve, une fois que tu as signé ou pas? Bah là, du coup, pour l'ancienne, oui. Pour l'ancienne transaction, enfin, pour le premier business, oui. Mais là, pour celui-ci, on a fait le contrat à la main. Enfin, du coup, c'est moi qui l'ai rédigé. Du coup, on n'a pas mis... Après, comme c'est un ami, je pense que tu as beaucoup plus confiance et tu as déjà vu en amont ce qu'il avait à l'intérieur du business. Ouais, c'est ça. Après, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement et que je connais depuis un petit moment maintenant. Après, bon, des fois, c'est... je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai que des fois, on peut être surpris de manière négative. Et bon, je pense pas qu'il y aura de problème, mais on va espérer. Mais je pense, si possible, dans la mesure du possible, c'est toujours mieux de se blinder, de sécuriser un peu tout ce qu'on fait. Parce que j'ai déjà eu des activités avec... tu vois, des partenariats avec d'autres personnes, et des fois, ça s'est pas bien passé. J'avais eu des problèmes, du coup, avec des associés, et suite à ça, maintenant, je fais vraiment attention à chaque fois, et j'essaie au moins d'avoir un contrat où il y a les bases dedans pour être sûr que j'ai pas de problème. Ouais, c'est clair, parce que
la confiance n'exclut pas le contrôle, et d'autant plus qu'on peut avoir des vices cachés, surtout quand il y a des grosses sommes qui sont engagées derrière. Lors de rachat de boutiques Amazon, ça reste quand même un commerce, un fonds de commerce qu'on rachète, et de tout blender, d'avoir des analyses en amont, d'avoir un tiers de confiance par rapport à une plateforme ou un broker, plus derrière, au moins avoir le nez dedans, un minimum, ou je recommanderais même plus de payer quelqu'un qui est expert qui a des boutiques experts sur Amazon, un gros vendeur qui a de l'expérience, pour qu'il puisse m'accompagner dans le rachat, que de prendre un analyste dont je sais même pas du tout si c'est vraiment le métier, alors que lui, je sais très bien qu'il sait où aller trouver les informations, dire ce qui est rentable et pas rentable. Je pense que ce serait un bon compromis aussi. Je sais pas si cette formule-là existe, mais effectivement, si j'étais vraiment débutant et que j'avais le cash, je pense que je passerais par, comme tu dis, quelqu'un qui maîtrise bien Amazon, qui s'occupe d'analyser les chiffres pour moi et qui ensuite m'accompagne sur peut-être 3 à 6 mois pour m'aider à me former en fait sur la reprise du business. Parce que si tu démarres, que tu connais rien à Amazon et que tu rachètes une boutique qui fait un peu de chiffres, bah, t'as tellement de trucs à apprendre d'un coup. Tu vois, tu vas avoir la gestion du stock, des listings, du PPC, avec les fournisseurs. Enfin, il y a beaucoup de données quand même assez importantes. Et tu vois, c'est pas autant passif que ce qu'on... on vient de découvrir un nouveau métier, une nouvelle opportunité. Parce qu'en fait, tu vois, dans d'autres industries, par exemple, on parle je sais pas, par exemple, à la restauration, généralement, les gens, ils sont palpables, c'est du physique. Ça veut dire que tu peux avoir une personne que tu connais, qui est dans la restauration, ou qui a travaillé dans le coin, ou qui connaît la personne à qui tu rachètes le restaurant. En fait, il y a un point d'accès où tu peux rencontrer la personne. Alors que dans les business en ligne, tu peux être à Singapour, l'autre il est aux States, ou tu es en France, il est en Finlande, et tu peux racheter son business. Mais bon, ça reste quand même, il y a quand même la barrière, je trouve, de l'éloignement et du fait d'être en ligne. C'est pour ça que les gens ont beaucoup plus confiance de racheter des business, même qui font 500 000 euros, ils ont pas peur d'acheter un restaurant à 500 000 euros que d'acheter une boutique Amazon à 30 000 euros. Ouais, c'est vrai. Là, c'est pour ça aussi, moi, que du coup, pour la première acquisition, c'était une boutique en France, gérée par une Française, et c'est vrai que ça a levé pas mal de barrières. Tu vois, pour moi. Non, c'est vrai. Ça le fait automatiquement. Ok. Et concernant après, au niveau de toi du rachat, parce que tu n'as que acheté, tu n'as pas vendu, au niveau du process, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le process, comment ça se passe, au bout de combien de temps Ça dépend vraiment de la taille du business. Ouais. Si c'est, tu vois, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. J'ai un ami qui, lui, revendait une grosse boutique, tu vois, plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et là, tu passes par un broker, je crois que c'était Empire Flippers. Et ça peut être long. Ça peut prendre 2-3 mois. Les mecs, ils te demandent des papiers tout le temps. Si l'acheteur est chiant, ça peut prendre encore plus de temps parce que le mec, voilà, il va pinailler sur des trucs, il va essayer de renégocier, et du coup, ça peut traîner vraiment longtemps, donc ça peut être assez chronophage. Et après, tu vois, si c'est des petits trucs à moins de 50 000 euros, ça peut se faire très rapidement avec un broker, peut-être une semaine, 2 semaines. Et après, là, vu qu'on passe entre nous, bah c'est nous, on s'arrange, tu vois, mais ça peut se faire aussi très rapidement. Ça dépend aussi si tu as besoin d'un financement, si tu as besoin, tu vois, de sous d'une banque ou autre. Pareil, ça peut retarder un peu le truc. Donc je pense que... Est-ce que tu es passé par un notaire? Non. Non. Ok. Bah ça coûte cher et ça n'a pas spécialement d'intérêt dans la situation actuelle. C'est-à-dire que le broker fait office, pas de notaire, mais de confiance. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, moi, je veux racheter une boutique à, je sais pas, on va dire à 100 000 euros, est-ce qu'ils ont, par exemple, comme ils font dans l'immobilier, est-ce qu'ils ont un compte séquestre où je dépose l'argent voilà, au niveau de la procédure? Ouais, c'est ça. C'est toi, tu vas mettre les sous, je crois que ça s'appelle en escroc. Ouais. Et après, eux, ils libèrent les sous une fois que tout est validé. Après, je sais pas juridiquement comment ça marche si jamais tu vois, t'as un problème grave derrière ou qu'il y a des vices cachés ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux te retourner contre le vendeur ou contre le broker? J'imagine que oui. Mais après, je t'avoue, j'ai pas eu le cas de figure. J'essaierai un jour d'inviter dans une vidéo une personne qui travaille dans ces sociétés-là pour nous parler un petit peu des dessous, on va dire juridiques, les erreurs à ne pas faire aussi également, parce que quand c'est des petites sommes ça va, mais quand ça commence à être des grosses sommes, c'est des gros fonds de commerce,
là, il faut quand même assez se blinder et être accompagné, je pense, par des avocats ou des fiscalistes ou des personnes qui sont dans le métier pour pas se faire avoir. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Ouais, quand ça commence à être des gros montants, vaut mieux pas faire n'importe quoi. Ça peut vite, voilà, coûter cher et une mauvaise expérience après, bon, difficile à rattraper, quoi. Et pour toi, c'est quoi l'avantage de racheter des boutiques? Bah, un gain de temps. Parce qu'en soi, tu vois, ce que je rachète, j'aurais potentiellement pu le faire moi-même. Mais tu vois, tout ce que tu rachètes, c'est la marque. Du coup, tu as l'univers de la marque, tu as les reviews aussi qui sont difficiles à avoir, encore plus maintenant. Ouais. C'est de pire en pire. Donc, il y a ça. Et puis après, tu rachètes aussi le potentiel. Tu vois, je me suis dit, OK, l'univers de la marque, j'aime bien. Je pense qu'il y a encore des choses à développer. Du coup, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, OK, je pourrais peut-être rajouter ce produit-là. Peut-être changer tel élément. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des bonnes perspectives d'amélioration pour pouvoir faire grossir cette marque-là. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas. Je mets un ticket et puis après, ça dépend du multiple, tu vois. Mais là, les multiples actuels sur la vente de business Amazon, c'est entre 1,5 fois à 2 fois le profit annuel. Et du coup, potentiellement, en 2 ans, tu as remboursé l'acquisition. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Si tu compares à d'autres business, genre des SaaS ou des trucs comme ça, là, c'est des valorisations qui sont beaucoup plus importantes. Donc là, tu te dis, voilà, en 2 ans, même 1 an et demi, si on va dire que tu arrives à bien reprendre le truc et que ça repart bien, en 1 an et demi, tu as remboursé le truc. Derrière, tu continues à développer. Si tu arrives à lever un peu de dette, pareil, ça peut te permettre d'accélérer un peu tout ça. Donc, ça dépend de ta situation. Tu vois, si tu as du cash, je pense que c'est un bon moyen d'investir, de gagner du temps. Et après, ça dépend de ta stratégie, tu vois. Si tu veux lancer plein de produits, peut-être que ce sera pas la meilleure chose. Si tu préfères pérenniser sur quelques marques, ça peut être une option. Après, tu peux racheter, par exemple, si toi, tu veux un certain type de produit, racheter peut-être un concurrent ou un truc comme ça. Pour consolider un petit peu. Voilà, pour consolider ou quelque chose qui ait un lien avec ta marque pour que tu puisses, pareil, encore une fois, avoir une relation. Tu vois, il peut y avoir plein de cas de figure différents pour racheter. Ou alors juste pour essayer d'avoir un revenu passif magique. Magique. Non, mais... Après, est-ce que tu conseillerais aux personnes de racheter directement quand ils se lancent ou d'abord se faire un petit peu leur propre expérience et après avoir un peu plus de bouteilles pour pouvoir racheter? Ça dépend. Si c'est sur un petit compte, pourquoi pas? Parce que tu peux faire quelques erreurs. Bon, ce sera peut-être pas dramatique. Mais si c'est sur un compte qui génère beaucoup d'argent et qui a, je sais pas, imaginons il y a un employé ou quoi, là, la moindre erreur, ça peut vite coûter cher. Derrière, tu pourras peut-être pas rattraper. Donc, je pense qu'il faut quand même se former un minimum, peut-être avoir au moins une expérience sur Amazon ou alors être accompagné par quelqu'un au choix. Sinon, c'est si tu rachètes un petit compte ou une petite marque qui fait, je sais pas, quelques centaines d'euros de profit par mois. Ça, bon, voilà, c'est moins grave. Ça te fait gagner le temps de toute la mise en place, la création du compte vendeur, les produits, la marque, etc. En fait, tu gagnes du temps et tu peux jouer en fait avec un petit compte, entre guillemets, quand je dis jouer, c'est-à-dire te faire la main dessus. Ça te permettra de gagner, quelques mois pour pouvoir développer et comprendre comment ça fonctionne. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, des fois, j'entends des personnes qui sont intéressées de racheter des boutiques Amazon, des boutiques e-commerce. En général, mais là, on va rester focus sur Amazon. Mais ils veulent faire comme dans d'autres industries, c'est-à-dire racheter la boutique, mettre un gérant et encaisser, en fait, le bénéfice qui reste. Moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur le papier, c'est sexy, hein. Moi, je signe si c'est possible, mais je pense que c'est compliqué, surtout si tu connais rien, parce que après, si tu trouves vraiment une bonne personne et que tu mets en place la bonne personne, autant ça peut se passer très bien et pourquoi pas, mais il y a quand même peu de chances que tu arrives à trouver le mec parfait qui gère tout correctement. Donc forcément, s'il fait n'importe quoi, tu sais pas ce qu'il fait, t'as pas la main, t'as pas les connaissances, donc ça peut vite devenir un cauchemar, quoi. Donc il y a quand même une part d'aléatoire là-dedans qui est assez importante. Soit t'as vraiment le bon contact et oui, soit, moi je ferais pas ça en tout cas. Ouais, je te dis ça parce que moi j'ai une personne qui m'a contacté il y a quelques temps en urgence. Voilà, parce qu'on crée du contenu sur Amazon, donc il a pris la première personne qu'il a vue sur les réseaux. Samir à l'aide. Ouais, à l'aide, c'est ça. À l'aide, je veux. Voilà, j'ai un gros catalogue d'une centaine de produits.
je sais pas comment ça fonctionne. Il y a tout qui est en train de se casser les dents. Je cherche quelqu'un pour s'en occuper. Après, je suis rentré en détail donc par rapport à l'histoire. Et voilà, c'était vraiment un cas de figure, c'est-à-dire que la personne a racheté le potentiel d'une boutique, a mis un gérant. Ce gérant, en fait, l'a quelque part escroqué parce qu'il se disait gérant Amazon, mais il connaissait rien du tout au e-commerce. Okay. Donc du coup, comme il a facturé il m'a dit qu'il avait facturé 2500 € par mois pendant 12 mois, juste en gérant en fait le support vendeur. Ah oui. Et s'il y avait des messages de certains clients, voilà, au niveau des factures, etc. Donc, et une fois qu'il est parti, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas rentable, il s'est retrouvé donc une main devant, une main derrière, à rechercher une personne pour sauver son business. Mais je lui ai dit clairement que moi, je ne pouvais pas sauver son business parce que c'était trop tard pour beaucoup de produits et qu'il fallait qu'il se remette dedans et qu'il prenne des décisions. Et qu'il fallait trouver une personne de confiance qui lui accorde beaucoup de temps à justement redresser la barre. Ouais, bah c'est le problème, c'est comment tu trouves une personne voilà, de confiance qui investisse beaucoup de temps. C'est là où c'est compliqué, tu vois, parce que tu peux être tenté de passer par une agence, mais on en discutait, c'est souvent des branquignols qui facturent extrêmement cher. Donc, en fait, c'était une personne qui était auparavant, c'était un entrepreneur qui était dans la téléphonie. De la téléphonie et qui avait l'habitude d'ouvrir beaucoup de magasins dans la téléphonie, donc vente d'accessoires, réparation, etc. Qui a monté, pas comme une franchise, mais ses propres magasins un petit peu partout en Europe et qui a voulu, lorsqu'il y avait la vague du Covid, donc ça parlait beaucoup d'e-commerce, etc. Donc il s'est dit, pourquoi pas, j'ai de l'argent à investir, je vais racheter un e-commerce, une boutique Amazon. Et il a mis quelqu'un rapidement sur la gestion et au final il s'est retrouvé une main devant, une main derrière et il a cru que il pouvait faire la même chose qu'il avait en fait dans la téléphonie en ayant un gérant sur une boutique Amazon. Mais c'est deux choses totalement différentes. Et si la personne, tu sais pas vraiment ce qu'elle fait, parce que toi la téléphonie tu connais le principe, tu as monté des boutiques, donc tu sais comment déléguer. Mais la boutique Amazon, tu sais pas comment déléguer. Ouais, c'est ça. La preuve, la personne, elle t'a vendu de la merde pendant des mois. En plus, il m'a dit qu'elle avait le culot de lui dire qu'il avait fait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et je dis, ouais, mais j'avais du chiffre d'affaires, mais il n'y avait pas de bénéfice. Ouais. Bah, je pense que c'est toujours le problème. Avant de déléguer une tâche, c'est quand même bien d'avoir au minimum les bases, quoi. Ah, bien sûr. Sinon, bien sûr. Tu sais pas ce que tu juges, donc. Bien sûr. Même se faire les dents, comme tu disais, sur une petite boutique, apprendre comment ça fonctionne, avoir vraiment le SMIC à savoir en termes de gestion. Et après, une fois que tu scales, de déléguer, bien sûr. Il y en a beaucoup qui font ça. Ok. Maintenant, on va passer au second sujet, tout ce qui est lancement de produits. Stratégie de lancement de produits. Toi, je sais que lorsqu'on avait parlé dans ma chaîne, tu avais lancé pas mal de produits avec une stratégie bien à toi. D'ailleurs, tu avais lancé ta formation derrière pour expliquer un petit peu ton modèle de stratégie de lancement. Pour toi, c'est quoi une bonne stratégie de lancement de produit? Bah, encore une fois, je sais pas s'il y a vraiment une trame générique. Je sais pas si toi, tu suis toujours la même chose. Moi, c'est vrai que j'adapte en fonction de l'état du marché et de l'évolution du marché. Tu vois, sur un truc peu concurrentiel, je ferais pas la même chose que sur quelque chose qui est très concurrentiel. Mais après, sinon, on va dire que les basiques, c'est déjà Vine. T'as pas le choix. J'essaye la plupart du temps d'essayer d'avoir des reviews extérieures. Donc quand c'est en Europe ou en France, généralement j'appelle la famille ou j'utilise des services pour ça. Et aux États-Unis, j'avais une technique, je crois que je t'avais expliqué, c'est avec des influenceurs qui achètent mon produit et qui après ils me laissent une review. Ça marche pas trop mal, puis ça te permet au moins d'avoir des commentaires rapidement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en profondeur pour les personnes qui n'ont pas la connaissance de ça? Si jamais il y a une vidéo sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et en gros, si tu veux, t'as une plateforme où tu peux payer des créateurs, ce qu'on appelle UGC. Ouais. En fait, c'est des mecs, ils vont prendre leur téléphone, ils se filment pour dire, ouais, ce produit, il est génial. Et en gros, tu leur envoies ton produit. De base, eux, leur boulot, c'est simplement de faire la vidéo avec le produit et puis de te créer du contenu. Et une fois qu'ils ont fini leur tâche, tu leur dis, je suis un petit entrepreneur qui commence, c'est la galère, est-ce que tu peux me laisser un commentaire sur Amazon?
Et 90% du temps, les gens, ils sont sympas, ils disent, OK, bah, je te laisse ton commentaire sur Amazon. Toi, en contrepartie, tu leur laisses un bon commentaire sur la plateforme de trucs UGC. Tout le monde est content. Et puis, ça te permet d'avoir quelques reviews rapidement, sans te ruiner non plus. Donc ça, c'était plutôt aux US. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses qu'en France, ça peut se faire? Oui, c'est pareil. Ouais, C'est tu pareil, peux c'est faire la la même même chose. Ouais, il y a d'autres plateformes, c'est pas les mêmes, mais plus ou moins le même système. Après, en France, je pense que c'est quand même plus simple d'appeler sa famille et ses amis. Mais oui, tu peux faire la même stratégie. Ok. Et donc obtention des commentaires. Ouais, ça, je pense, pour moi, c'est le point le plus important dès que je lance. C'est forcément d'abord d'avoir le listing, un listing propre, quoi. Donc, que ce soit bien optimisé pour le SEO. Maintenant, il y a Rufus aussi où j'essaye de bosser un peu là-dessus. Pareil pour les visuels, j'essaye de voir un peu avec Rufus, plus le SEO pour essayer d'avoir un truc qui soit bien et qui réponde aux objections des clients. La vidéo, même si on met une vidéo bidon, si vous n'avez pas le budget pour la vidéo, vous pouvez quand même faire un truc. Maintenant, tu sais, sur Amazon, sur ton dashboard pub, tu as un truc, le vidéo builder, là. Ouais. À la limite, tu fais ça. Personne regarde les vidéos la plupart du temps, mais au moins, tu en as une sur le listing, ça fait un peu plus pro, et même pour l'algo, je pense que c'est mieux. Donc, une fois que tu as ton listing qui est propre, tu commences à avoir tes reviews. Moi, je fais partie des gens qui attendent au moins d'avoir un commentaire avant de balancer la pub. Bien oui. Non, je connais des gens qui balancent sans le commentaire. Ouais, c'est comme verser de l'eau dans une passoire, en fait. Ouais, pour moi, je suis d'accord. Mais après, ça se discute. Ils ont des arguments. Ces gens-là ont des arguments. Ah ouais, j'aimerais bien savoir. C'est quoi les arguments? Je crois que Billy fait ça. Faudra en discuter avec lui demain. Mais il me semble qu'il met direct. Donc, je me rappelle plus, mais on en parlera. Peut-être alors des produits assez spécifiques qui sont pas trop dans le marché, qui sont fortement demandés. Oui, ça. Moi, j'ai déjà vu aussi des cas aussi où des personnes n'avaient pas de commentaires, on fait directement de la pub et même sans faire de la pub, vendre directement. Mais c'était souvent des cas spécifiques avec des niches vraiment bien nichées. C'est des produits qui sont très demandés avec très peu d'offres. Ok. Ouais, je pense dans ce cas de figure-là, c'est pas mal. Du coup, une fois qu'on a au moins 1 ou 2 commentaires, là, on peut démarrer la pub. Pareil, la pub, j'ouvre pas les vannes à fond tant que j'ai 1 ou 2 commentaires parce que je sais qu'il y aura pas beaucoup de conversions, donc ça va cramer beaucoup d'argent. Du coup, généralement, je commence avec une campagne manuelle que sur les mots-clés principaux. Là, je suis agressif, mais c'est les mots-clés principaux où c'est là où il est censé y avoir de la conversion. Et après, plus on avance dans le lancement, plus j'élargis et je rajoute du budget en fonction de comment ça évolue. Il y a ça. Après, en fonction des produits, potentiellement, il peut y avoir des influenceurs pour, pareil, balancer un peu de trafic. Même si ça convertit pas énormément, Amazon aime bien qu'il y ait du trafic externe sur une fiche produit. Donc voilà, je me dis c'est toujours un bonus, même si ça fait pas beaucoup de ventes, ça donne des signaux positifs. Et après, je sais pas toi ce que tu utilises comme outil, mais moi j'utilise pas mal DataDive pour le lancement. Et en gros, j'ai un tableau où j'ai tous les mots-clés, mes mots-clés sur lesquels je veux me positionner avec le volume de recherche. Et en gros, au jour le jour, ça va me donner mes positions pour chaque mot-clé. Et du coup, par exemple, je sais pas, s'il y en a un où je suis positionné page 2 à la 50e position, je regarde si le lendemain, ça s'améliore ou pas. Et après, en fonction de ça, pareil, je me dis, OK, je vais pousser peut-être un peu plus le PPC sur ce mot-clé-là parce que j'arrive pas à monter en organique. Tu vois, il y a des choses comme ça où ça se monitore un peu au jour le jour. Et après, pareil, j'essaie de suivre un petit peu le taux de conversion, le taux de clic, voir s'il y a pas de taux de clic, peut-être que l'image principale, elle est pas très bonne, ou alors il y a toujours pas assez de commentaires. Donc, j'essaye de suivre ça. Le taux de conversion, pareil, est-ce qu'il est supérieur à celui de la catégorie ou inférieur? Et en fonction de ça, du coup, peut-être modifier le listing, peut-être essayer de comprendre ce qui fait que les gens n'achètent pas. Et après, tu suis un peu toutes ces métriques-là pendant le lancement. Pour moi, ça dure un petit mois, je pense, quand même. Enfin, je sais pas trop, toi, comment tu... Et toi, tu les analyses comment, les taux de clic, les taux de conversion? C'est directement sur le seller central ou tu utilises des outils? Non, c'est vrai que je suis à l'ancienne sur le seller central, sur le business report. D'accord, ok. Le taux de session par unité. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, le taux de clic, le nombre d'impressions, etc. Ouais, avant c'est vrai que j'analysais le truc comme ça depuis mon PC, mais je me suis rendu compte finalement on peut simplement télécharger le truc, le mettre sur ChatGPT et pareil avoir
un tableau un peu plus clair avec toutes les données. Donc pareil. Après, tes positions en organique, ouais, tu as plusieurs outils, comme par exemple, tu as MZ Studio, tu as pas mal d'outils qui te permettent de regarder l'effet en fait que ça a au niveau de ton organique si tu fais de la publicité. Non, mais je pense que tu as fait le tour. Généralement, c'est ça. Moi, le conseil que je recommande, c'est de bien le préparer en amont. Moi, des fois, j'ai des élèves que j'accompagne. Là, justement, là, j'ai des personnes qui sont en lancement. De préparer tout d'abord ce qui est branding, image impeccable. Faut que quand ça arrive chez Amazon, qu'on puisse déjà récupérer les premiers commentaires. Et dès que j'ai les premiers commentaires, ouvrir on va dire le champ publicitaire, donc créer mes structures auto, manuel, expression exacte, et chaque semaine regarder ce qui fonctionne pas. Il y a aussi des campagnes de création avec des créateurs UGC pour amener du trafic extérieur avec Amazon Attribution. On va traquer un petit peu différents influenceurs ou micro-influenceurs qui nous amènent du trafic extérieur. Et là, je suis en train de voir au niveau aussi avec TikTok Shop, pour booster justement les lancements de produits, voir ce que ça donne, parce que en fait, c'est du trafic qui peut être gratuit. C'est ça l'avantage avec TikTok Shop, où tu peux avoir une armée d'affiliés qui promouvoient ton produit et qui renvoient directement sur tes fiches Amazon. Ah non, c'est vrai que ça peut être intéressant. On n'a pas parlé du coup de la stratégie de pricing. Je sais pas ce que toi tu fais, mais... Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, ce que je recommande, c'est de mettre son prix, de définir son prix cible, de partir à 30% en dessous et monter petit à petit dès que le taux de conversion commence à augmenter, que j'ai un peu plus de commentaires. Et après, une fois que j'atteins mon prix cible, de mettre des coupons tout le temps. Donc, une stratégie en escalier. Et du coup, tu mets ton prix initial et pour baisser ton prix, on est d'accord, tu fais que la promo là pour... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu édites ton offre, tu peux mettre une promo sur un certain temps donné. Oui, le prix réduit. Ouais, voilà. Tu peux mettre le prix réduit. Non, moi, ce que je fais, c'est que je mets le prix... je définis mon prix ciblé. Je le mets à 30% en dessous. Ok. D'accord, mon prix à moi. Ouais. Et après, je le laisse monter petit à petit au bout d'un mois. Si je vois que ça prend, après, je remonte pour atteindre mon prix cible. Et comme ça, une fois que j'atteins mon prix cible, là, je mets des coupons directement. Je fais pas de prix réduit pendant X temps. Parce qu'en fait, le problème qu'on rencontre sur Amazon ces derniers temps, c'est la buy box. Quand tu mets des prix trop agressifs ou tu changes trop, tu peux te priver de la buy box. Et si tu te prives de la buy box, tu peux pas faire de publicité. Et Amazon maintenant a entre guillemets des trackers pour estimer en fait par rapport à ton produit s'ils se vendent dans d'autres plateformes, que ce soit Cdiscount ou même d'autres sites. Par exemple, si tu vends, je sais pas moi, un micro qui fait 100 € et que toi tu le vends 15 €, ils vont t'enlever la buy box parce qu'ils vont estimer que ce micro-là, dans d'autres plateformes, en moyenne, il est aux alentours de entre 80 et 120 €. Et si toi tu es trop bas, ils vont t'enlever la buy box. Et si t'as pas la buy box, tu te prives d'apparaître en publicité. Ok. Mais justement, il me semblait qu'en utilisant le prix réduit, tu avais moins ce problème de la buy box que si tu modifiais ton prix normal. Du coup, je sais pas si tu as testé. En fait, je testais avant, ça, le prix réduit, je l'avais toujours fait. Okay. Et je me suis rendu compte, en fait, que en lancement de produit, pour les personnes qui se lancent, quand le produit quand la boutique est à zéro, quand elle est totalement débutante, quand elle se lance, elle n'a pas de data, en fait, on met du temps à avoir la buy box à 100%. Ah, ok. Ouais. Tu comprends? Et comme on met du temps à avoir la buy box à 100%, donc on peut pas apparaître en publicité. Donc, en fait, ton lancement, en fait, il dure pas un mois, il dure 3 mois. Grosso modo, quand je dis 3 mois, c'est élargi, mais il dure beaucoup plus de temps. Et nous, notre but sur Amazon, c'est d'avoir la data maximum, en fait, de spend un maximum de publicité pour savoir, OK, quels sont les termes de recherche qui sont bons pour nous, pour qu'on puisse capitaliser dessus. Ok. Et une question, du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on me pose la question assez souvent. Est-ce que pour toi, on va dire, lors de ton premier lancement, tu cherches la rentabilité ou pas? Non, pas forcément, non. Okay. Non, je cherche à m'installer. Ouais, on est d'accord. Non, pas du tout la rentabilité. En fait, je cherche à m'installer. J'ai défini un budget de publicité, un budget de lancement, que ce soit même de la com extérieure. Mais je cherche le break-even, on va dire, ne pas perdre d'argent. Mais je cherche pas la rentabilité. Et c'est ce que je dis même à mes élèves. Faut pas chercher la rentabilité au premier.
parce que c'est un truc qu'on me pose à chaque fois. Enfin, pour moi, j'ai la même approche, mais c'est vrai qu'il y en a, ils voudraient dès le début gagner le maximum. Il y en a qui sont rentables dès le début. Moi, j'en vois, ils Ouais. sont rentables dès le début, mais c'est des cas rares. Hmm. C'est pas parce qu'au début, t'as des frais qui sont Des coûts fixes, quoi. Des coûts que tu- fixes. ouais. que tu n'auras pas dans tes réassorts. Donc, il y a ça. Et de deux, au début, tu dois être agressif dans la pub. Tu dois investir dans la com. Mhm. Tu as un taux de conversion qui est bas. T'as beaucoup moins de ventes. Tu es moins bien classé. Ouais. Donc, tu dois investir beaucoup plus en com et en publicité et en marketing. Mhm. Ouais, puis généralement, vu que tu commandes des plus petites quantités, tu prends le bateau rapide ou l'avion, enfin bref, tu maximises rien du tout et du coup. Ton coût d'achat. Ouais. Voilà. Après que tu optimises de réassort en réassort. Mhm. Ouais, donc ouais, la rentabilité, faut pas la chercher dès la première commande. Ok. Ouais, c'est marrant, tu vois, on a plus ou moins la même approche sur le truc. Ok. Après, moi j'ai connu d'autres vendeurs qui, lors des lancements, par exemple, étaient OK pour perdre de l'argent, et même pour le premier réassort, tu vois. Parce que c'est des produits assez spécifiques qui étaient assez chers et qui voyaient sur le long terme. Et c'était des personnes qui importaient tu vois, des conteneurs de produits. Ok. Et quand tu importes des conteneurs de produits, derrière, tu peux t'attribuer en fait une partie. Tu vois, c'est comme par exemple les opérations commerciales, comme le Black Friday, Prime Day. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Cyril. Il y en a beaucoup qui cherchent à être rentables pendant ces opérations-là, mais on est rarement rentable. C'est plus un investissement pour augmenter en fait notre ranking, notre classement pour plus tard, que d'être rentable. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, quand tu démarres, je pense que après, il y en a qui peuvent pas se permettre, tu vois, de perdre de l'argent sur deux réassorts, je comprends aussi. Alors ça, c'est pour les gros, c'est des Ouais, cas particuliers, mais normalement, si tu fais bien tes devoirs, Ouais. tu dois être rentable lors de ton deuxième réassort. Tu dois être rentable, parce que si tu n'es pas rentable lors de ton deuxième réassort, ben, c'est que tu as un problème dans ton produit, dans ton positionnement. Et après, ben, si tu veux jeter de l'argent par la fenêtre, après, c'est son choix, mais bon. Et quand tu tombes en rupture de stock, tu refais des lancements ou juste tu essaies de reprendre Alors, je dirais pas lancement, mais je dirais pub agressive, mais vraiment agressive sur les termes sur les mots-clés que j'ai capitalisés auparavant. Ouais, tu essaies de revenir là-dessus, quoi. Te dire, parce que même s'il faut, je crée une campagne exprès que sur des mots-clés qui ont un taux de conversion supérieur à ma fiche produit, par exemple, avec aussi 2-3 mots-clés qui me ramènent du trafic, et je spend dessus pour pouvoir justement remonter en classement rapidement. Et c'est ce qui permet après, comme tu as quand même un minimum d'historique, de remonter rapidement et d'être visible. Ok. Toi, tu fais comment? Ouais, ça aussi. Bah, enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. T'es obligé d'avoir un prix agressif pour revenir, balancer cramer de l'argent. Et généralement, ça suffit. Et après, si ça suffit pas, ouais, je refais une sorte de mini-lancement où du coup, bah, je remets soit un peu d'influenceurs, soit un peu de trucs. Enfin, je fais un mix pour essayer de revenir dans les résultats de recherche. Mais c'est vrai que de manière générale, je fais tout pour éviter la rupture de stock, quoi. C'est ce qui est dur au début quand on se lance, c'est savoir quand est-ce qu'on va être en rupture de stock, est-ce qu'on va anticiper en amont. Tout le monde rencontre ce problème-là. Et en fait, une bonne gestion de stock, c'est avant tout avoir une bonne trésor. Parce que si derrière, tu n'as pas une bonne trésor qui suit même ta croissance, ton succès, parce que tu peux faire des campagnes même d'influenceurs, que ça marche très bien, les campagnes d'influenceurs, même je recommande aux personnes, moi, d'en faire pour avoir du trafic extérieur. Mais derrière, si ton stock suffit pas, et si pour derrière ton met en rupture, en fait, c'est de l'argent dépensé pour rien, quoi, quelque part. Même si, moi, je pense que c'est quand même pas d'argent dépensé pour rien, parce que la rupture de stock, c'est pas... on te met pas au cimetière. Parce que si tu as un certain historique, tu remontes assez vite. Moi, je l'ai vu, on remonte assez vite en classement. Si tu fais une petite, on va dire 15 jours de pub agressive, tu remontes vite en classement. Ouais, je pense que ça dépend des produits.
Si sur des trucs vraiment tendance et que t'as genre plein de nouveaux arrivants qui arrivent et que toi t'essayes de revenir, j'avais eu le coup, tu vois, sur mes bains glacés là. Et finalement, ça avait été très dur de revenir. Puis après, j'avais eu plein de problèmes et du coup, j'avais arrêté le produit. Mais c'est vrai que si t'es sur des petites niches un peu sous les radars, là, des fois, j'ai quasiment besoin de pas grand chose pour revenir très rapidement. Et en 2 semaines, j'ai repris toutes les positions, quoi, même pas. Ouais, tout dépend le niveau de concurrence de la niche aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. T'as des niches où tu peux pas te permettre 2 jours de pas faire de la pub, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, de manière générale, c'est vrai que c'est pas sur les niches sur lesquelles je vais, mais... Ok. Et justement, on parle du lancement. Parlons un peu de publicité. Wow. Publicité, on en a parlé un petit peu. Beaucoup de vendeurs, on va dire, se crament sur ce sujet-là. Ne veulent pas forcément se former et y prêter beaucoup attention. Parce que pour moi, ça reste une des plus grosses compétences à avoir quand tu fais du PL, du private label, lorsque tu lances tes produits en private label, parce que la publicité te permet d'avancer avec un phare, de savoir où tu vas. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la publicité? Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que tu le délègues? Déjà, peut-être je peux faire un petit point sur ce que j'entends de partout, parce que c'est vrai que je discute avec pas mal de vendeurs de tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a plusieurs écoles là-dedans et t'entends tout et son contraire, ce qui est assez fou. Et c'est vrai que j'ai souvent des gens qui se crament le cerveau là-dessus ou qui surcomplexifient la chose. Et du coup, tu vois, j'ai un peu... Il y a un groupe de personnes qui sont les optimisateurs max qui vont essayer vraiment de gratter le moindre centime, la petite campagne pour gratter 2-3 ventes, machin. Et après, j'ai parlé avec des gros vendeurs qui font plusieurs dizaines de millions. Et j'étais sur le cul parce qu'ils m'ont dit... Ah non, nous, on s'embête pas. On n'a même pas dans notre équipe quelqu'un qui gère le PPC. On fait simplement une campagne manuelle avec nos top keywords et une campagne auto où on met des budgets très bas. Et voilà. Et du coup, ils m'ont dit, pour eux, c'est la stratégie un peu 80-20. Ils veulent pas s'emmerder et ils font vraiment le strict minimum. Apparemment, pour eux, ça marche bien. Et donc voilà, il y a un peu différents trucs. Moi, ce que je fais perso, c'est que j'en ai beaucoup fait au début, parce que t'as pas le choix, t'étais obligé quand même de comprendre un minimum. Mais c'est vrai que ça devenait compliqué. Après, tu vas chercher vraiment toutes les petites optimisations. Enfin, il y a un suivi régulier qui est à faire. Et c'était pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Du coup, maintenant, j'ai totalement délégué ça à quelqu'un qui s'en occupe. Et je suis très content parce que ça m'évite de me prendre la tête. Mais voilà, je pense que ça dépend quand même de pas mal de critères. Mais... Après, toi, donc, ça veut dire que tu as compris comment ça fonctionnait, mais après, tu l'as délégué. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un bon compromis aussi également. Après, pour revenir par rapport à ce que tu disais, par rapport aux grosses entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année, tu vois, par exemple, moi, j'ai un ami qui bossait aussi avec moi, qui travaille dans des grosses agences et qui travaille avec des entreprises qui spendent, je sais pas, on va dire entre 10 et 40 000 euros par semaine, tu vois, de pub. Et il disait que eux, leur but, l'optimisation, c'est de faire le 80-20, comme tu disais. C'est-à-dire, si ça augmente de 5% leur chiffre d'affaires, leur rentabilité, pour eux, c'est OK. Donc, ils n'avaient pas d'optimisation vraiment fou. Et la personne que je te disais, elle passe par des outils plus ou moins d'automatisation que les grosses agences ont développés, parce que les grosses agences ont des outils à eux-mêmes, en interne, qu'ils développent. Et qui leur permet d'avoir une automatisation, de la stratégie mise en place. Mais c'est deux visions totalement différentes. Mais comme les petits vendeurs qui font, on va dire, moins de 200K à l'année, tu dois quand même optimiser le moindre centime parce que ça peut vite bouffer ta marge. Par exemple, tu passes d'un tacos à 30%, un tacos à 15%, t'as quasiment doublé ta marge. Et ça, c'est pas négligeable, surtout quand tu as une stratégie de croissance pour commander beaucoup plus de produits ou lancer d'autres produits. Tu dois pas négliger les datas de la publicité. Ouais. Mais après, je pense que ça dépend. Mais tu vois, si par exemple, tu fais juste une campagne manuelle sur tes mots-clés principaux, finalement, tu vas pas énormément dépenser, quoi. Donc, tu peux maîtriser parfaitement le budget. Et c'est sûr que tu n'auras pas tous les bénéfices de la pub parce que tu vas pas faire du sponsored brand, tu vas pas... Il y a plein de trucs que tu vas pas faire. Mais je pense que tu as quand même le côté 80-20 où
bon voilà, t'as de la pub qui tourne sur les trucs principaux et t'as quand même un peu de bénéfice sans avoir la complexification de tout le reste, quoi. Ouais, mais quand tu commences, faut savoir que t'es pas visible. Ça Ouais. veut dire que tu peux pas te permettre de faire que le 80-20 et d'avoir quelques mots-clés principaux pour pouvoir être visible. Tu as besoin d'être visible pendant un certain temps pour pouvoir monter en classement sur certains mots-clés et pour pouvoir identifier ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas. Ouais, bah du coup, oui, tu fais de l'auto et t'essayes de récupérer de la data, mais c'est vrai que ça prend du temps et de l'argent, quoi. Même de l'expression, pas que de l'auto. Tu peux faire Ouais. de l'expression aussi pour chercher des variantes. Mm. Et tout dépend, je pense, de la niche. T'as des niches qui sont très concurrentielles où tout le monde fait de la pub, où tu dois vraiment, tu dois vraiment être présent tout le temps et pas être présent entre minuit et 2 heures du matin où tout le monde dort. Tu dois avoir des stratégies, tu dois être vraiment présent pour pouvoir monter. Et après, dès que tu atteins un certain degré de classement, oui, tu peux te permettre de laisser tes mots-clés phares. Et encore, je suis pas trop cet avis-là, moi. Pas trop cette école. Ok. Ouais, parce qu'il y en a, j'ai entendu des fois, il y en a, ils coupent la pub une fois qu'ils sont premiers. Toi, on est d'accord, jamais de la vie. Quelle erreur. Ok. Quelle erreur. C'est comme si ben, je sais pas, tu étais en voiture, tu vois, sur une montagne, tu vois, en pleine nuit, t'as les phares, et dès que tu arrives en haut, tu éteins. Tu vois plus rien, tu sais plus où tu vas, t'as plus de phares. Il faut savoir que le marché te rattrape. On est sur Amazon, on n'a pas un site e-commerce, on est seul. Et sur Amazon, il y a des concurrents qui sont autour de toi, il y en a qui apparaissent chaque mois, donc si tu peux pas te permettre de te reposer sur tes lauriers. Ouais, non, je suis d'accord. À part si tu as une marque assez bien installée, qui a fait ses preuves, mais bon, ça, voilà, Ouais, c'est peu de cas de figure, quoi. c'est un autre niveau. Ouais. Ok. Ok, ben, intéressant. Ben, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de faire. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Et ben, l'important, c'est de pouvoir échanger. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'échanger avec des vendeurs qui ont fait quand même du chemin et pour comprendre un petit peu. Même des personnes qui ont travaillé dans des grosses structures aussi, parce que sur Internet, on voit que les formateurs, les vendeurs, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui travaillent dans des grosses structures, dans des grosses boîtes qui gèrent des gros comptes et qui ont beaucoup aussi à nous apprendre par rapport à différentes stratégies. Mais ouais, je trouve ça pas mal. Je pense que l'important, c'est aussi de se lancer, parce que j'en vois beaucoup. Ils commencent à apprendre Amazon et ils ont même pas encore trouvé leur produit, qui regardent le PPC, comment ça marche, tout ça, et qui commencent à se prendre la tête alors que ça n'a aucun sens. Donc lancez-vous, et puis le PPC, c'est une des étapes du business, mais voilà, commencez pas à vous casser le crâne dès le début. Vous verrez ça en chemin, ça fait partie du... C'est ça, chaque chose en son temps. Oui, voilà. Ok. Eh ben, cool. Et au niveau des actus, toi en ce moment, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que tu t'es lancé, en ce moment, tu es beaucoup sur YouTube, Ouais. tu vas racheter une marque. Ouais, beaucoup de choses. Là, j'ai un partenariat du coup avec Seller Sprite que tu avais pu tester. Ouais. Donc ça, c'est un logiciel qui est un concurrent d'Helium 10 et de Jungle Scout, où ils essayent c'est les leaders en Asie, en fait, au Japon et en Chine. Et du coup, moi, mon objectif, c'est de les aider à s'implémenter en France. Et donc, je les aide, tu vois, à créer du contenu. Donc là, j'ai lancé une chaîne YouTube avec eux où je vais faire des tutoriels pour apprendre à maîtriser l'outil, apprendre à rechercher des produits sur Amazon. Et on a une stratégie de création de contenu. Donc, c'est un outil que je trouve vraiment bien. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ça. Il y a des événements physiques aussi avec eux. Tu vois, on avait fait un truc à Paris il y a pas longtemps. Là, aujourd'hui, demain, ils sponsorisent aussi une partie du truc. Donc, et après, à côté, j'ai ma chaîne YouTube à moi, où pareil, je continue à essayer de créer du contenu autour de mes activités Amazon. Voilà ce que je fais, mes stratégies, ce qui fonctionne pas. Après, j'ai ma formation, du coup, La Muraille, où on a plus d'une vingtaine d'élèves qu'on a accompagnés. Donc, sur tout ce qui est la stratégie de différenciation produit, comment designer son propre produit, se lancer et ensuite, surtout, le protéger. Parce que finalement, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent pour la partie protection intellectuelle, et parce qu'ils ils commencent à avoir un succès, ils se disent mon produit il marche bien, comment je me protège et je pérennise le truc pour pas me faire copier dans quelques semaines ou mois. Donc il y a des gens qui viennent pour ça. Et du coup, la dernière partie, c'est justement le rachat de la marque, où mon business Amazon, un petit peu, je rajoute une marque, ce qui va rajouter du travail, essayer d'intégrer cette marque dans ma stratégie. Continuer à la développer.
Et voilà, il va falloir essayer d'allouer du temps entre toutes ces activités-là pour que ça continue. Ouais, mais c'est des beaux challenges, c'est stimulant, c'est Je pas mal de m'ennuie choses. pas. C'est ça, c'est l'important. Moi, c'est pareil sur plusieurs projets. Et c'est ça la chance dans l'entrepreneuriat, de choisir ses projets, de faire ce qu'on aime et surtout de ne pas lâcher. Parce que moi aussi, pareil, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des projets, que ce soit la création de contenu, que ce soit l'e-commerce ou autre chose, mais qui n'arrivent même pas au bout du chemin, qui passent à autre chose. Mais vraiment, si le conseil que moi je peux donner, toi tu donneras le tien par la suite, c'est que si on veut vraiment réussir dans un domaine, il faut vraiment rester focus au maximum jusqu'à maîtriser, avoir les compétences pour pouvoir derrière après obtenir en fait le gain qu'on s'était mis au départ. Ouais, bah comme tu dis, vraiment le fait de pas lâcher, c'est le truc le plus important. Tu vois, j'ai fait des vidéos YouTube pendant quasiment 1 an et j'ai pas gagné un seul centime. Et tu vois, fallait faire une vidéo par semaine. Enfin, ça demandait beaucoup de travail. Au début, tu fais 10 vues, il y a ta mère et tes amis. Enfin, personne voit tes vidéos et tu vois, c'est beaucoup de travail pour rien du tout. Et mentalement, c'est difficile, quoi. C'est un peu comme sur Amazon, tu vois, si tu lances ton truc, tu fais 0 vente. Enfin, ça, c'est pareil, t'as passé du temps, t'as investi de l'argent. Mais voilà, c'est le... Ouais, mais après, en fait, c'est deux choses différentes parce que tu as construit des assets, tu as construit quand même ton brand, ton personal brand, ce qui va te permettre après derrière d'avoir des opportunités. Tu parlais tout à l'heure de Seller Sprite, je sais pas comment tu les as rencontrés, est-ce qu'ils ont vu ton contenu, comment ça s'est passé? Oui, non, mais du coup, depuis maintenant, c'est plus pareil. La chaîne YouTube a quasiment 2 ans. Effectivement, oui. Après, ce qui est bien avec YouTube, c'est un peu la magie du personal branding, c'est que t'as des opportunités qui t'arrivent parce que les gens ils t'ont vu, ils t'aiment bien, et ils ont l'impression d'avoir une connexion avec toi. Et pour le coup, Seller Sprite au début il m'avait envoyé un email pour parce qu'ils voulaient s'implémenter en France. Au début, c'était simplement pour créer une vidéo. J'en ai fait quelques-unes pour eux, et après, je commençais à bien aimer l'outil. Je me suis dit pourquoi pas développer un peu ce partenariat-là. Je suis allé les voir en Chine, à Chengdu. C'était une ville sympa d'ailleurs. Et donc je les ai rencontrés, j'ai visité leurs locaux, ça a bien matché. Et ils m'ont dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de devenir notre ambassadeur en France? J'ai dit ok les gars, on y va, on teste et puis voilà, je pense qu'on va faire de belles choses avec eux. On va essayer de faire d'autres événements en physique, continuer à faire du contenu en français parce que ça manque un peu quand même sur YouTube. On a tous les outils, c'est que de l'anglais. Donc voilà, c'est assez chouette. Et puis pareil, j'ai eu d'autres opportunités, notamment avec Amazon Ads. J'avais fait une conférence à Paris dans le siège d'Amazon à Paris, où j'ai fait une conférence devant des gens. C'était une super opportunité, c'était cool. Tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça où jamais j'y aurais pensé avant de me lancer, tu vois. Et finalement, ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, de lancer cette chaîne YouTube sur Amazon, parce que j'en avais une autre avant, mais qui était une catastrophe, mais celle sur Amazon, c'était bien. Ah ouais, c'était sur quoi? C'était sur du voyage. D'accord, ok. Elle existe toujours d'ailleurs, tu iras voir si tu veux. En fait, je faisais des vidéos sur des destinations, parce que j'aime beaucoup voyager, c'est une de mes passions. Tu vois, on parlait un petit peu d'expatriation, tout ça, j'adore bouger. Et du coup, je faisais des vidéos sur, par exemple, tu vois, les 3 points faibles du Canada ou les 3 points forts du Canada. Et généralement, les gens, ils regardaient que les vidéos négatives et du coup, ils venaient m'insulter. Ils me disaient, ouais, tu comprends rien. Après, il y avait des Québécois qui se filmaient pour m'insulter. Ils me disaient, calé, si tu comprends rien au Québec, toi. Et du coup, ils me défonçaient. Et donc ça, c'était pas super cool parce que je faisais beaucoup de vues. Tu vois, j'ai des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Ah, quand même, hein. Ouais. Sur YouTube? Non, sur TikTok. Ah, ok. Sur YouTube, je sais pas, la chaîne a dû monter à plus de 3000 abonnés quand même. Et il y en a une qui a dû faire 6. Enfin bref, ça marchait plutôt bien. Sauf que la plupart du temps, c'était des insultes. Tu te levais le matin, il y a un mec qui te traitait de connard. Et surtout, ça rapportait pas de thunes. Parce que le voyage, il n'y a pas tellement de trucs où tu peux gagner bien rapidement. Donc c'est soit tu fais énormément de vues et du coup là tu as les as, des trucs comme ça. Au début avec TikTok ça ramenait un peu de sous et à un moment le revenu par 1000 vues, j'ai vu c'était 15 centimes. Du coup j'ai fait une vidéo qui avait fait plus de 100 000 vues, ça m'a rapporté genre 1 euro, enfin c'était misérable. Et ce jour-là je me suis dit ok, je suis pas là pour faire intermittent du spectacle, donc on va arrêter et puis on va switcher sur autre chose. Du coup j'ai basculé sur Amazon. Et beaucoup plus rapidement, j'ai commencé à pouvoir générer des revenus, générer des opportunités. J'ai rencontré aussi plein de gens intéressants grâce à ça.
notamment toi, je t'ai rencontré grâce à la chaîne YouTube. Et non, c'est ça t'ouvre beaucoup d'opportunités, le fait de développer, en fait, de créer du contenu autour de ce que tu aimes faire, au niveau de tes compétences. On peut le voir aujourd'hui avec l'émergence même sur du YouTube et même de TikTok. On en parlait en off, n'importe qui a aujourd'hui une compétence dans n'importe quel domaine, il peut le faire montrer, le faire savoir sur Internet. En plus, par exemple, tu vas sur TikTok, c'est assez brut, t'as même pas besoin de montage, rien du tout. Ouais, tu peux, c'est ça qui marche. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout les codes des réseaux sociaux, mais qui aujourd'hui vivent de leur activité, pas forcément en faisant les guignols ou en faisant du divertissement, mais en proposant leur propre service, leur propre expertise et en faisant même du commerce. Comme je te disais, il y en a, ils vendent des maisons, des piscines. Sur TikTok, c'est assez hallucinant. C'est vrai que tu viens de me faire penser je crois que j'avais vu une fois une vidéo d'un mec sur TikTok qui nettoyait une piscine, au Karcher. Ouais. Et du coup, c'est un peu hypnotisant parce que tu vois la piscine qui est de plus en plus propre. Et après, je crois derrière, il gagnait des sous avec les vues et il vendait un service. C'est ça. Après leur service, les gens ils les appellent directement et leur carnet d'adresse se remplit. Moi, j'ai fait l'expérience avec une personne où je l'ai conseillé. C'était un plaquiste. Donc il galérait un petit peu pour trouver certains clients. Mais j'ai dit, ce que tu fais, tu prends ton téléphone, tu le places, tu t'investis dans un trépied, tu le places et tu te filmes à chaque fois que tu fais du placo. Il a commencé à faire ça. Au niveau du montage, tu le donnes à des jeunes, tu leur donnes 15-20 balles, ils te font des montages et après tu le balances sur TikTok. Il a commencé à faire ça. Derrière, il a commencé à avoir beaucoup de personnes qui le contactaient pour faire du placo. Et c'est comme ça qu'il a pu en fait monter sa propre entreprise de placo. C'est fou. C'est à la portée de tout le monde. Ok. Et prochain challenge, c'est quoi? L'expat? Ouais, je pense l'expatriation. C'est ce qui arrive prochainement là. Donc, comme je t'avais dit, je pense quelques mois en Amérique du Sud. Et après, théoriquement, ce serait la Thaïlande. J'ai adoré la Thaïlande. Enfin, c'est un truc où j'aime trop le style de vie là-bas, la nourriture, la gastronomie, les activités, les gens. Enfin, il y a un bon match. Et puis, je pense que dans le stade dans lequel je suis dans ma vie, phrase un peu bizarre. Bref, je pense que c'est le bon endroit parce que c'est dynamique, c'est jeune, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Du coup, tu peux facilement être dans un environnement propice pour travailler, tu vois. Et t'as des coworking, tu démarres une discussion en 20 secondes et voilà, tu rencontres un mec qui fait du Amazon KDP, tu rencontres un mec qui fait du copywriting, etc. Et tu peux te faire plein de contacts et des amis aussi rapidement. Et ça, je trouve c'est cool. L'environnement, pour moi, c'est important. C'est un truc que j'ai beaucoup négligé, tu vois. Quand je commençais à bosser, j'étais toujours enfermé dans ma chambre, comme je le dis souvent, pour rigoler, en slip dans le noir. Et finalement, j'ai fait ça longtemps parce que je ressentais pas le besoin social, tu vois, d'aller discuter. Ça m'emmerdait un peu. Et finalement, c'était une grosse erreur. Et c'est pour ça, maintenant, je pousse les gens à essayer d'aller échanger, même si c'est pas en physique, si vous pouvez pas, que ce soit sur Discord ou ailleurs, pour sortir un peu de votre grotte. Et des fois, ça peut vous débloquer des situations, des choses. Enfin, ça a beaucoup d'intérêt et maintenant, j'essaye de développer ça. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Les rencontres physiques, il y a rien de mieux pour connecter, pour échanger avec d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose. Parce que la plupart des personnes qui sont autour de nous ne comprennent rien à ce qu'on fait. Ouais. On est des extraterrestres autour d'eux et le fait de rencontrer des personnes qui font la même chose, ça donne de bonnes énergies. Des fois, ça peut débloquer des situations, donner des vraies astuces, des leçons aussi. Donc ouais, moi je recommande vraiment les rencontres physiques et de sortir un peu de chez soi, d'aller à la rencontre, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, ce week-end, on a un séminaire avec pas mal de monde aussi. Et cool. Écoutez, on mettra tes liens sous la vidéo. Et écoute, au plaisir au prochain podcast. On suivra ton aventure en Thaïlande et au bout du monde. Le prochain podcast, tu viens en Thaïlande et puis... Pas de souci, tu m'invites, tu me payes le billet. Je te marche l'aller-retour devant un petit pas de Thaï, on fera ça. Écoute, merci d'être venu, de nous avoir partagé pas mal de retours d'expérience. Et je te dis à la prochaine vidéo pour qu'on puisse échanger sur tes nouveaux challenges et en apprendre un peu plus par rapport à Amazon FBA. Ça marche. Salut à tous.